On repart. Les syndicats. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, sondage ELAB pour les Échos et l'Institut Montaigne. Ah, alors, donc, sondage ultra crédible. Oui. 52% des Français estiment que les syndicats sont un élément de dialogue de la société, chiffre en hausse de 12 points. Oui. Depuis 2020, et on a, qu'on le veuille ou non, une forme de symbole, là, avec deux jeunes femmes qui, enfin une jeune, une moins jeune, qui arrivent à la tête des deux principales confédérations syndicales, hein, Sophie Binet, qui, moi je le dis en passant, elle me bluffe. C'est-à-dire que ça, j'ai fait, moi, en maintenant 30 ans de carrière, j'en ai fait des changements de secrétaire général, de syndicat, à chaque fois quand même. C'est quand même compliqué de trouver un positionnement. Enfin, vous quittez... Alors, la chance qu'elle a peut-être, c'est que Philippe Martinez n'a jamais été le king des plateaux. Voilà. Mais quand même, je trouve qu'elle a une capacité à tout de suite... Ouais, elle a une capacité à tout de suite rentrer dans le jeu. Non, mais même... Laurent Berger. Laurent Berger qui succédait à... François Chérec. À François Chérec, c'est ça. Hein. Oui, qui est décédé. Les 2 premières années avaient été compliquées, hein, avaient été difficiles, etc. Là, elle a une capacité. Enfin bon, bref. Donc on a 2 jeunes femmes comme ça qui rentrent, qui vont représenter les forces syndicales. Je ne sais pas, est-ce que ça change quelque chose, Wilfried? Moi, j'en ai la conviction qu'il y a peut-être un moment syndicale, c'est encore une fois, je fais la pub de la lettre confidentielle, elle l'est de moins en moins, heureusement d'ailleurs, de la lettre de Bismarck, j'en fais mon édito de la semaine, il y a peut-être un moment syndical à jouer. Ce qui est sûr, c'est qu'on a beaucoup de changements de tête là en ce moment, entre la CFDT, la CGT, le MEDEF qui change également, ça rebat les cartes, parce qu'on sait que les relations interpersonnelles jouent, peut-être pas autant, mais en tout cas jouent également par rapport au positionnement des uns et des autres. Quand les relations sont bonnes et sont confiantes, c'est quand même beaucoup plus facile d'arriver à des accords. Et on sait que, par exemple, entre le dialogue, par exemple, entre Laurent Berger et Geoffroy Roux de Bézieux était particulièrement fluide. Voilà. Donc il va falloir retrouver ça. Il va falloir aussi trouver un nouvel équilibre syndical au moment, justement, on le dit, où quand même, on est sur le point de passer à autre chose par rapport à la séquence retraite. Après, toute la question qui va se poser quand même au syndicat, c'est de nouveau, c'est soft data, hard data. C'est super. Donc vraiment, on a une confiance dans les syndicats. 10,8% des salariés. Oui, mais ça, c'est à nous de nous prendre en main. Nous, salariés, nous, indépendants, nous, chefs d'entreprise. Oui, mais Stéphane, la question quand même profondément, c'est le décalage entre l'opinion qui est très fortement asséné de « j'ai confiance et c'est un élément important du dialogue social » et donc finalement j'y vais pas. Parce qu'effectivement, il y a des contreparties à être membre d'un syndicat. Ça veut dire qu'effectivement... T'as même pas besoin d'être membre. Oui. Sarkozy nous a donné toutes les armes, il suffit d'aller voter. Juste ça. Voter. Mais 3%, le taux de participation. Exactement, mais même le vote n'est pas... Et donc, là, effectivement, on saura véritablement s'il y a quelque chose qui s'enclenche, si on a des taux de participation aux élections professionnelles qui montent et des taux, pardon d'insister, mais quand même des taux de syndicalisation qui remontent réellement, parce que vous avez besoin de bataillons. Vous avez besoin de montrer que vous représentez plus que les grands réservoirs traditionnels de la fonction publique qu'on connaît tous. Si ce n'est pas le cas, ça va être quand même très compliqué au moment justement où il y a tous les dialogues qui s'enclenchent sur les différentes sortes de légitimité sociale, démocratique. À un moment que vous représentez 10% des salariés, dont beaucoup moins que ça dans les grandes entreprises et surtout les petites entreprises privées, votre légitimité elle est quand même relativement faible pour parler à un moment. Donc il va falloir enclencher les hard data par rapport au soft. Bertrand. Oui, alors moi je mets pas autant d'accent sur le nombre d'adhérents. C'est-à-dire, bon, c'est un élément de puissance parmi d'autres. Je suis d'accord. Mais comme les partis politiques, voilà, finalement. Et je relativise aussi, surtout dans le contexte actuel où il n'y a pas beaucoup de grains à moudre pour le niveau interprofessionnel. Qu'est-ce que vous pouvez négocier sur les salaires au niveau interprofessionnel aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez négocier sur l'usure professionnelle au niveau interprofessionnel ? Qu'est-ce que vous pouvez négocier sur la qualité de vie au travail au niveau interprofessionnel ? Tout ça, ça ne peut être que des textes extrêmement éthérés. Ce que tu appelles, non, juste pour préciser, ce que tu appelles niveau interprofessionnel, c'est la grand-messe. Voilà. La grand-messe, voilà. Toutes les branches. La grand-messe. Ça fait quand même de très, 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 très nombreuses années qu'il n'y a pas eu d'accord national interprofessionnel qui change vraiment la donne sur le marché du travail ou sur la condition des salariés dans ce pays. Quand même, tout vient de la loi, quand même.
hein. Tout ce qui est sur le contrat de travail, tout ce qui est les règles de la négociation collective, tout ce qui est les institutions représentatives du personnel, la représentativité syndicale, tout ça, ça s'est fait par la loi. Alors en concertation avec les syndicats, on ne leur crache pas forcément dessus, évidemment, c'est pas le sujet. Mais enfin, ils ne sont pas capables, pour des raisons tout à fait normales, parce que ça ne peut pas se traiter au niveau national, ou alors parce que les syndicats ne sont pas suffisamment réformistes. Bon, on n'y arrive pas. Donc, ce qui fait la force et la crédibilité des syndicats, c'est pas en première instance le talent médiatique de tel ou tel, enfin ça contribue aussi bien sûr, mais c'est ce qui se passe dans les entreprises, c'est-à-dire et dans les branches, c'est-à-dire c'est la capacité des organisations syndicales et patronales d'avoir des gens efficaces, qui sont des bons négociateurs, qui connaissent leurs dossiers, qui sont correctement formés et qui trouvent les compromis sociaux là où ils doivent se trouver. Et de ce point de vue-là, évidemment, le délégué syndical ou le représentant d'une fédération syndicale, le CGT, est souvent beaucoup plus de terrain et beaucoup plus capable de faire des compromis sociaux que la secrétaire générale de la CGT, malgré tout son talent médiatique. Et c'est là que ça va se jouer. C'est au niveau des entreprises. Et la bataille que doivent mener les syndicats, c'est être présents dans les entreprises et montrer qu'ils sont capables de faire des compromis intéressants pour les salariés. Ils le sont, Bertrand. Ils le sont, c'est toi-même qui me l'as décrit. Ça dépend des secteurs économiques. Il y a des secteurs où c'est le Moyen-Âge en termes de dialogue social, il faut quand même le dire. Oui, mais il y a quand même beaucoup de secteurs où ils le sont, oui, où ils signent des accords. À la métallurgie, par exemple, c'est remarquable. Je suis désolé, mais je suis pas du tout d'accord. C'est-à-dire que je pense que le levier pour qu'il y ait enfin participation... Sarkozy nous a donné les moyens d'avoir des élections professionnelles, représentatives, oui, qui, dans l'entreprise, donnent une vraie représentation des syndicats. Oui. Eh bien, pour qu'il y ait un vrai levier pour qu'on aille participer à ces négociations, je pense que la représentation à la télévision, l'image de ce syndicat à la télévision, ça va être ça qui va faire la différence. Ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. Mais ça peut enclencher quelque chose. J'ai caricaturé. C'est important d'avoir... Non, mais surtout que c'est une profonde rupture. Enfin, moi, vraiment, j'ai été frappé. Là, puis je peux le dire, on s'en fout, mais sa première réponse... Donc, Sophie Binet, elle se retrouve dans sa première manif. Il y a le micro de CNews qui arrive. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu cette scène. Et la façon dont elle dit, mais avec douceur, avec un sourire tranquille. Ah mais non, je ne réponds pas à CNews. Mais jamais un homme syndicaliste serait tout de suite été violent, brutal à la Mélenchon. Et donc, forcément, ça repousse tous ceux qui... Là, ça va être radicalement différent. Radicalement différent. Mais là, je pense que tu soulignes un point, justement, avec cette réponse. En fait, tous les syndicats aujourd'hui ne sont pas représentatifs, justement, des opinions aujourd'hui des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, tous les syndicats sont plutôt sur l'aile gauche. Ah, bah évidemment. De l'échiquier politique. Et donc, quand tu dis... Il faut un syndicat de droite. Non, mais quand tu dis je réponds pas à ces... Non, mais quand tu dis je réponds pas à ces news, quels sont les salariés, les syndicalistes qui spontanément vont dire ah oui, avec plaisir, ces news. Or, ça représente une partie importante. Je dirais pas jusqu'à importante, mais bon. Non, mais ça représente une partie du monde du travail. Ouais, une partie. Une partie. Et donc, ça, effectivement, je pense que ce sujet-là devra probablement, à un moment donné, revenir sur la table. Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde puisse s'identifier davantage à une offre syndicale qui est quand même très figée aujourd'hui? Il y a des pays où il y a des syndicats de droite, Bertrand? Il y a surtout des pays où il y a des syndicats qui ne font pas de politique. Et ils en font vraiment pas, ou ils disent ils font pas de politique, mais en fait ils en font. Ça dépend. Ils sont proches des partis de gauche, donc non, proches des partis de droite, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça quand même. Hein. Mais il y a quand même beaucoup de pays où les syndicats tiennent vraiment à leur indépendance. D'ailleurs, dans le cas de la France... C'est le cas d'IG Metall en Allemagne, mais par exemple le syndicat Verdi en Allemagne, enfin en tout cas c'est les souvenirs que j'avais moi, le syndicat des services, il est vraiment très orienté à gauche, quoi, clairement. Oui, effectivement. Mais la France, ils sont marqués à gauche, mais ils ne sont pas liés institutionnellement à des partis. Enfin, plus maintenant. La CGT n'est plus liée institutionnellement à un parti. Ouais. Bon, donc, je ne pense pas que ce soit le fond du problème. Je crois encore les victoires syndicales se gagnent sur le terrain, dans les entreprises, dans les branches. Et il y a encore beaucoup trop d'entreprises où il n'y a pas de dialogue social par manque de négociateurs, voilà. Puis il y a beaucoup de branches professionnelles où le dialogue social n'est pas très bon par manque de qualité des négociateurs. Est-ce que tu as écrit un point de vue
dans les Échos sur les reconversions professionnelles qui m'a beaucoup intéressé. J'ai appris plein de trucs. Alors, juste je le dis d'un mot, parce que l'histoire de la contribution de Lalande, par exemple, je ne savais pas ça. Donc, j'ai lu ça aussi, ça n'a rien à voir avec la reconversion professionnelle, hein, mais l'idée qu'effectivement, c'est très intéressant dans la mécanique, les économistes face aux bonnes idées. Tiens, on va mettre une taxe sur les entreprises qui licencient les seniors. Résultat des courses, j'embauche plus un gars à 50 ans parce que si je dois m'en débarrasser à 52 ou à 53 ans, je vais payer la taxe. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Hein. C'est super intéressant. Super intéressant. Donc effectivement, je ne sais plus qui disait, il faut absolument, je crois que je me demande... C'est Gilles Berset. C'est Gilles Berset, voilà, qui a écrit ça. Voilà, absolument, très intéressant. Oui, et toi, c'est sur le sujet des reconversions professionnelles. Et en gros, tu dis, donc le compte personnel de formation et pas du tout l'outil non, ça, taillé pour, non, mais pour deux raisons. la reconversion professionnelle. D'abord, le compte personnel de formation, au bout de 10 ans, vous avez accumulé 5 000 euros. Donc, 5 000 euros, avec ça, effectivement, vous pouvez vous financer les 3/4 d'une formation un peu lourde, qui dure 800 heures, par exemple, 800-900 heures. Ouais. Bon. Donc déjà, il faut y mettre de sa poche. Et puis surtout, qui va vous rémunérer pendant ces 800-900 heures ? Il faut que ce soit votre patron qui accepte. C'est pas évident. Surtout dans une petite entreprise, vous ne faites pas partir comme ça la personne. C'est ça, parce qu'on parle d'une vraie Bien reconversion sûr. Donc, professionnelle. Il ne s'agit pas de cours d'anglais au premier n'est pas deux. fait pour les reconversions. Il est là pour avoir des compétences complémentaires, des compétences aussi dans des domaines un peu de soft skills, mais pas de reconversion véritablement. Il n'a pas été fait pour ça et voilà. Or, c'est ça l'enjeu, là. C'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est pas le seul, mais c'est un enjeu. En gros, toute la loi, et y compris la dimension financière, d'ailleurs, de la loi Pénicaud de 2018 sur la réforme de la formation et de l'apprentissage, a été mis sur l'apprentissage. C'est le focus qui a été mis. On y a mis 6 milliards d'euros supplémentaires. Voilà. Donc, le paquet a été mis là-dessus. Et on a squeezé financièrement et en termes juridiques, on a squeezé, en fait, les rares dispositifs qui permettait de faire des reconversions. Alors c'est l'ancien CIF, le congé individuel de formation, qui a changé de nom au passage, et dont le volume a été diminué par 2. Donc aujourd'hui, vous avez 18 000 personnes par an, à peu près, qui se reconvertissent via ce dispositif, donc ça devient quasiment confidentiel. Ouais. Alors dans le même temps, vous avez une véritable appétence des salariés pour changer de métier, ou d'activité, ou de secteur d'activité. Et puis d'autre part, vous avez des entreprises qui, manifestement, ont besoin de reconversion de main-d'œuvre d'un secteur à un autre. Donc, tout plaide, à la fois la dimension économique, mais la demande sociale, en quelque sorte, tout plaide pour qu'on accélère, qu'on facilite ces reconversions. Alors, il y a des outils pour faire ça, je ne vais pas peut-être détailler, mais il y a des outils pour ça. Et on pourrait, le gouvernement serait bien inspiré dans sa loi, la loi qu'il prépare, de faciliter ces... Tu dis, il faut que ça parte de l'entreprise et pas du salarié. Ah oui, alors ça c'est un j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que jusqu'à présent, les rares dispositifs de reconversion qui existent, c'est vous devenez stagiaire de la formation professionnelle pendant 1 mois, vous démissionnez ou vous suspendez votre contrat de travail, puis ensuite, vous cherchez du travail. Bon. D'expérience, ce type de choses, de reconversion, ne peut fonctionner que si vous avez une promesse d'embauche à la sortie par un employeur identifié qui éventuellement va vous former chez lui. Voilà. En alternance. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Or, le système, il est fabriqué à l'envers. Ouais. Puisque les financements reposent forcément sur l'entreprise source, qui n'a évidemment aucun... Je prends le cas d'une entreprise... Elle veut juste que le mec se barre, l'entreprise source. Je prends le cas d'une entreprise de, de nettoyage. Bon, je ne vois vraiment pas pourquoi elle formerait massivement des aides-soignants. En plus, elle n'aura pas de soutien de sa branche, parce que la branche ne reconnaît pas, dans les financements mutualisés, ne reconnaît pas les formations d'aides-soignants, parce que ce n'est pas dans la branche du nettoyage. Et donc, ça ne peut pas marcher. Ouais. Hein, voilà. Donc, si on veut faire des choses avec un peu de volume, il faut que ce soit les entreprises qui recrutent, les demandeuses, qui payent, qui portent l'essentiel de la charge, soit l'entreprise, soit la branche à laquelle elle appartient, à débattre, et puis qui forment éventuellement en alternance, en lien avec ses organismes de formation, celles qu'elle connaît, etc. C'est comme ça que ça peut marcher. Voilà. Donc là, il y a un enjeu qui n'est pas négligeable. Et donc, effectivement, le fait que France Travail prévoit un interlocuteur privilégié pour chaque entreprise, ça peut être... Ah non, c'est un détail. Ah, parce que je me disais, après avoir lu, j'ai vu ça, je me disais, tiens, c'est peut-être pas mal, en fait. Ça ne répond pas au sujet. Si, ça répond au sujet. Il va identifier... Cette personne ne va pas être spécialiste des reconversions professionnelles, il ne connaîtra pas forcément bien le marché du travail, il ne connaîtra pas les dispositifs de formation. Puis de toute façon, ces dispositifs de formation n'existent pas. Le gars de France Travail, j'espère bien qu'il connaîtra les... Mais par ailleurs, là, ce dont je parlais... Non, mais attendez. Son travail, quoi. Sinon,
faut le former. Là, ce dont je parlais, c'était des salariés en reconversion. Qu'un chômeur se reconvertisse, c'est quelque chose qui n'est pas aberrant, enfin qui n'est pas extraordinaire. Bien sûr. Beaucoup de chômeurs se reconvertissent. Bon, en revanche, là, je parlais des salariés. C'est pour eux qu'il n'existe rien. Les chômeurs ont la possibilité de faire, par exemple, un contrat de professionnalisation. Donc, c'est une formation d'alternance directement chez une entreprise qui embauche. Ouais, mais si le gars de C'est France pas le cas Travail, pour un il est dans l'entreprise demandeuse, il va pouvoir avoir quand même le mindset de dire s'occupe que des allons chômeurs. chercher. Mais il s'occupe que des chômeurs. Il va Ah, pas jumeler ouais, des entreprises. oui, d'accord, il je va comprends. pas... Ouais, d'accord, mais d'accord. Non, mais non. Ce que les cabinets d'outplacement, eux, pourraient faire. Oui, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Ouais, d'accord. Bah oui. Je vois. Bah, évidemment. Mais oui, parce qu'en gros, Bien. qu'est-ce qui se passe maintenant? Une entreprise appelle une entreprise de travail temporaire. Très souvent, maintenant, elle ne lui demande pas je voudrais 15 soudeurs en intérim. Je veux recruter en CDI 15 soudeurs, aidez-moi. Ouais. Et la boîte d'intérim, non seulement elle va les recruter, elle va essayer de les former, et c'est toute une ingénierie qui se met en place. Ouais, elle dit même Pas pour je l'emploi veux qui va recruter faire. 15 personnes et je vais en faire des soudeurs. Mais oui, Alors, on en oui, est là, voilà, c'est on ça. en est là, Ouais, et on je est peux là, même voilà. apprendre un an parce que c'est ça. Voilà. Bien. Bon, on a fait le tour. Encore un truc à dire sur Ah non, je pense cet que- ensemble. Non, mais même au-delà, ensemble politique. Non, j'ai pas cité Éric Ciotti, mais c'est parce que je suis tombé de ma chaise quand j'ai entendu Éric Ciotti, c'était vendredi soir, dire et maintenant il faut que les salaires augmentent. Non, donc nous avons là la porte grande ouverte aux fameux syndicats de droite. Dont nous Voilà. parlons. Ah ouais. Voilà. Non mais Ah non, mais avec Voilà. une droite comme ça, t'as pas besoin de gauche, hein, t'es tranquille. Hein, on va dire pour être dans Oh la là litote là que là la là. droite française se cherche. Voilà. Voilà. Elle se cherche. Le On même, espère parce qu'elle que va je- se trouver assez vite quand même. Je l'ai vérifié au début de la semaine, j'avais un doute, mais le même, il continue à avoir la flat tax à 15% dans son programme. Hein, donc, Ah oui. c'est Non, c'est Jean-Claude Van Damme dans la pub entre les deux camions, là. Hein. Ouais. Mais, Et c'est une situation désagréable. mais c'est vrai que quand on imagine Éric Ciotti, après on a des choses en tête. Et voilà. Donc il faut Oh. que la droite française se trouve assez vite. Oui. Mais on en a besoin pour nos équilibres, on en parlait, nos équilibres démocratiques, notre façon de fonctionner dans nos institutions. On a besoin d'une droite républicaine classique qui soit solide sur ses bases. Aujourd'hui, on a l'impression que ça n'est pas le cas. Et donc, plus qu'une impression d'ailleurs. Et donc, il faut absolument que les choses se stabilisent assez vite parce que nos institutions ne sont pas faites pour fonctionner comme ça. On a consacré un bon quart d'heure hier avec notre ami Jean-Pierre Petit à l'Italie. Ouais. Donc sur ses performances boursières absolument exceptionnelles, j'ai découvert ça, mais sur aussi l'alchimie de Giorgia Meloni et la capacité qu'elle a eue en fait à fédérer les droites face à une droite, on va dire un centre droit. Ouais. Complètement effondré Exactement. et De recréer une droite elle a eu italienne. qu'à ramasser le truc et à faire ce qui est quand même une forme de sans faute, chacun en pense ce qu'il veut, mais enfin, en tout cas, beaucoup moins de provocation que ce qu'on aurait pu attendre, que ce que faisait Salvini à son époque. On va quand même attendre comment ça va se passer pour les différents plans de relance européens. Hein. Ça oui, paraît ça, ils y arrivent pas. beaucoup plus compliqué. Ouais. Or, une bonne partie du succès de Giorgia Meloni futur va dépendre de ça. Oui, enfin, là, actuellement, le redressement de la compétitivité de l'Italie, le redressement de son commerce extérieur. Et alors, il n'y a pas d'argent européen qui est arrivé. Donc effectivement, 2% du PIB tous les 6 mois depuis 2 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Moi, je prends. Hein. On vous verse 2% du PIB, tous les 6 mois. C'est pas encore rentré dans la machine qui permet d'augmenter la productivité, Pour certains, si, quand même. C'était le prédécesseur de Mario Draghi, hein. C'était Conte qui l'avait négocié. Hein. Donc, ça date d'un certain temps déjà. Donc, il y a des choses qui ont été faites. D'accord. Donc, voilà. Donc, il faut que ça continue. C'est-à-dire que là, Parce pour qu'effectivement, je disais, c'est super intéressant d'ailleurs. C'est en gros, les Italiens disent, on n'a pas les compétences, notamment dans les communes là aujourd'hui, pour gérer le pognon, quoi. C'est le drame du fédéralisme à l'italienne qui a été tellement fragmenté qu'effectivement aujourd'hui il y a un problème de répartition de compétences tout court. Comment est-ce que je fais pour justement tout simplement densifier et améliorer les infrastructures dont j'ai besoin? Et effectivement, il va falloir le faire assez rapidement parce que là, on a eu les fruits rapides et mûrs de programmes qui ont été mis en place, et à juste titre, et très bien, et Giorgia Meloni en profite, et c'est remarquable. Et elle est arrivée à stabiliser la situation politique italienne, ce n'était pas un mince exploit. Ouais. Mais maintenant, il faut aller au-delà. Ouais. Et les, je pense, prochaines années seront probablement un petit peu plus compliquées quand même. Honneur aux fonctionnaires territoriaux, dis donc. Ouais. Si j'avais cru qu'on en serait là, c'est nécessité des fonctionnaires territoriaux. Absolument. Bon alors, donc,
Ah oui, juste un petit mot, parce que c'est Thomas Blard qui vient nous voir régulièrement, qui m'a envoyé cette petite image. Je ne pense pas que ça appelle de commentaires. Enfin, vous me direz ce que... Mais on est au bout de notre désastre spatial. Donc, c'est la publication Politico qui sort cette info. La Commission européenne va se tourner vers SpaceX pour finir de lancer le programme de satellite Galileo, qui était quand même une de nos sacrées fiertés, qui doit être une fierté d'ailleurs, européenne, devant donc la paralysie quasi totale du système Ariane. Et donc, le premier lancement de SpaceX, c'est février 2006, et pour une première mise en orbite en 2009, 30 ans après Ariane 1. Et voilà, je trouve qu'il y avait là, qu'on le veuille ou non, une image une espèce de symbole. Ouais, voilà. Ouais. De ce qu'à un moment, quelque part dans les années 80, l'Europe s'est arrêtée, quoi. Honneur aux fonctionnaires territoriaux et honneur aux ingénieurs qui essaient de travailler ensemble. Honneur aux ingénieurs. Non, mais la façon dont on s'est peut-être endormi, reposé sur nos acquis. Enfin bon, j'en sais rien. Voilà, je sais pas si... dans un domaine où tout le monde considérait comme étant totalement inabordable pour les entreprises privées, et puis c'est avéré qu'avec un peu d'innovation... c'est beaucoup plus faisable que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que SpaceX a régénéré la NASA. Mais impressionnant. Non, mais voilà. C'était impressionnant. Et ce que notre ensemble européen a été totalement incapable de faire. Exactement. Nous, on est restés dans nos structures. Bertrand, non, rien sur Elon Musk, tout ça, machin. Non, ça t'inspire pas plus que ça. Si, mais ça m'inspire plutôt de l'inquiétude. Enfin, ça t'inspire de l'inquiétude? Pourquoi de l'inquiétude? De l'avenir de l'industrie européenne. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, je pensais que c'était Elon Musk. Entre l'automobile chinois et puis le spatial américain. Tu crois pas qu'avec l'automobile chinoise, on nous fait le coup qu'on nous a fait il y a 35 ans avec l'automobile japonaise? Ouais. J'ai été regardé, c'est les mêmes phrases. Ouais, oui, peut-être. Ouais. Bon, on verra. Tu changes de technologie aussi, donc. Tu changes de technologie. Ouais. La crise financière. Ah. Donc, Jacques Attali attend une crise de grande ampleur dès cet été, probablement. Et si elle est reportée, parce que c'est toujours, j'ai une chance sur deux, comme pour la disparition de l'euro, elle n'en sera... Le même Jacques Attali, je le rappelle, avait dit, il y a une chance sur deux pour que l'euro disparaisse. Avec des engagements comme ça, vous êtes tranquille. Donc, si elle est reportée, elle n'en sera plus tard que plus sévère. Bon, le directeur général de la Banque des règlements internationaux, quand même, qui est lui moins sur la Lune, dit un peu la même chose, date précisant moins. En fait, c'est les effets potentiellement dévastateurs du couple endettement-inflation. Et puis ce matin, dans les Échos, Nouriel Roubini, alors prophète en son temps de la crise de 2008, dit qu'en gros, les banques sont insolvables. Les banques américaines sont insolvables. Nouriel Roubini, oui, ça fait depuis 2008 qu'il essaie de prédire la nouvelle crise financière. Et un jour, il aura raison. Et un jour, il aura raison. Bon, une fois qu'on a souri, est-ce que quand même... il y a un vrai sujet, oui. Il y a un vrai... Voilà. Il y a un vrai sujet. Non, il y a un vrai sujet. En fait, on a la conjonction de trois facteurs qui créent, je pense, une situation de risque important. Un endettement très puissant depuis 2008, où on a fait exploser les taux de dette à la fois des États, des entreprises, pas tellement des ménages, mais des États et des entreprises. Une remontée extraordinairement rapide des taux d'intérêt, la plus rapide depuis 40 ans. Et une situation politique américaine qui fait qu'on ne peut pas exclure aujourd'hui, à horizon peut-être juin, un défaut de paiement américain, compte tenu de l'hystérisation de la vie politique américaine et du fait que les républicains ont dans leur fantasme absolu la possibilité de créer un Biden's default pour montrer que véritablement c'est Joe Biden qui est à l'origine de tous les problèmes. C'est plus grave que les coups précédents. C'est beaucoup plus grave que les coups précédents parce que la dernière fois qu'on avait ce type de configuration avec une chambre des représentants à droite pilotée par quelqu'un de très vocal qui était Newt Gingrich à l'époque et un président de gauche, Obama, on est passé à 48 heures du défaut de paiement américain. Ça s'est joué à 48 heures près. Mais c'est énorme, 48 heures. Mais compte tenu en fait de... Même si tu passes à 5 minutes, tu continuerais pas à y croire. Mais compte tenu de la polarisation aujourd'hui de la politique américaine, du fait qu'au sein du Congrès américain, au sein de la Chambre des représentants, une Marjorie Taylor Greene qui a quand même
qui a quand même posé pour sa photo de campagne à l'arrière d'un pick-up avec un AR-15 en train de tirer sur une cible où on sentait qu'il y avait quand même plutôt des Ils n'étaient pas forcément blancs, c'est ça que tu veux dire, au voilà, milieu de la cible, les gars, ouais. Exactement. Est considéré aujourd'hui comme étant le barycentre. Je dis bien le barycentre du Parti républicain. Comment elle s'appelle? Marjorie Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene. Son compte Twitter, ça doit être un poème, à celle-là, il faut aller voir. Voilà, c'est exceptionnel. Et elle est considérée comme effectivement aujourd'hui un peu un barycentre. Barycentre du camp républicain. Pas un facteur de stabilisation, mais presque. Hein. Et donc, ça donne quand même une idée de là où on est arrivé en termes de polarisation tellement extrême, du fait que vous avez par exemple, quand vous regardez le site d'un institut qui s'appelle Pew Research, hein, qui fait énormément d'enquêtes justement, voilà. Vous avez aujourd'hui 40% des Américains situés dans un camp ou dans l'autre qui considèrent que l'autre camp, c'est plus des ennemis que des adversaires. 40%, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et or, toutes les institutions, on en parlait sur la partie institutions françaises, toutes les institutions américaines ont été conçues pour fonctionner sur l'esprit du bipartisanisme. Tout à fait. Largement au Sénat, c'est là le plus important, mais même la Chambre des représentants, il y avait une espèce de marais entre des républicains modérés et des démocrates modérés qui arrivaient à trouver un compromis pour que les choses finalement arrivent à avancer. Tout à fait. Aujourd'hui, avec en plus un Donald Trump qui revient dans le paysage et qui hystérise encore plus ses troupes pour montrer que tout ceci est totalement injuste, ce qui lui est arrivé, et que c'est la faute au méchant Biden qui n'aurait en plus jamais dû être élu, on a un véritable sujet. Et donc, on cumule ces trois aspects-là, une dette qui a beaucoup monté, des taux qui ont explosé sur un an. Ça a été rapide, hein. La première hausse de taux, on l'oublie, hein, de la Réserve fédérale américaine, c'est mars 2022. Et puis, une situation de la dette américaine qui pourrait nous donner, effectivement, quand vous regardez, par exemple, qui pourrait nous donner des problèmes importants, quand vous regardez, j'en terminerai par là, les instruments pour se couvrir contre un défaut américain, les fameux CDS, qui sont évidemment totalement théoriques, hein, parce qu'un défaut américain, personne ne pourrait payer, hein, évidemment, mais vous avez un instrument qui permet de se couvrir. Aujourd'hui, historiquement, ça vaut à peu près, ça rend à peu près, on va dire, 20-30 points de base, 0,02, 0,3%. Là, à un an, vous êtes déjà à 100 points de base, quasiment. C'est-à-dire que, bon, il y a, voilà, je regardais hier, ça commence à se tendre un peu. Le CDS sur le défaut américain, c'est un rendement d'1% par an aujourd'hui. Voilà, c'est en fait... Autour, quoi, oui, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas un produit... c'est pas un produit mais en fait, quand vous comparez le prix, effectivement, vous êtes en train de le faire, ça commence à valoir un peu cher. Se couvrir contre un défaut de dette américaine, ça commence à valoir un peu cher. Et tu mets ça en face du record du CAC 40, Wilfried? En fait, le record du CAC, c'est la relance chinoise. La relance du CAC, c'est la relance. Et donc, en gros, on s'occupera après du défaut américain, quoi. Pour l'instant, on engrange la relance chinoise. On engrange la relance chinoise, on engrange le fait que l'inflation est quand même plutôt en train de baisser, donc ça veut dire que les taux baissent. Il ne faut jamais oublier que dans les actualisations financières, le plus important, c'est les taux. C'est pour ça que je parle beaucoup des taux. C'est-à-dire que quand vous faites numérateur sur dénominateur, le dénominateur, l'impact, il est exponentiel. Le numérateur, l'impact, il est linéaire. Ouais, tout à fait. Donc, le plus important, si vous avez une diminution par 2 de vos taux, même si vous avez une diminution par 2 de vos profits, la valorisation va monter. C'est pas intuitif, mais c'est important. Et donc, tout tient aux taux. Et donc, les taux américains en particulier, et la vision de la dette américaine, ça va bien nous occuper dans les prochaines semaines. Ce qui nous fera une belle conclusion. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, quand même, peut-être. Je me console quand même pas mal. Finalement, le paysage politique français est totalement apaisé. Écoute, mon vieux. Raisonnable. Ah non, mais oui. Marjorie, redonne-moi son nom. Taylor Greene. Marjorie Taylor Greene. Je la recommande. On va aller voir ça. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, Aurélie Planex, évidemment, avec ses invités. Ensuite, on va partir sur une série de rediffusions, mais vous allez voir, c'est passionnant. Et puis, on se retrouve début mai pour revenir en direct et pour continuer nos débats. Bonne soirée à vous.